Je voulais que nous parlions de l'immigration pour commencer cette émission et du droit d'asile, parce qu'au mois de février, le pays européen qui a reçu le plus de demandes d'asile, c'est précisément la France. Donc ça vient contredire ce qu'on nous dit et toute la politique de fermeté qui est peut-être en place depuis tant d'années, parce qu'on est incroyablement attractif. Ça ne veut pas dire qu'on va évidemment les accepter, ces demandes d'asile, mais ça veut dire qu'on est tellement attractif, la France, que tout le monde a compris qu'il faut venir... C'est peut-être lié aussi... pardon. Il faut apporter une précision, c'est que le nombre de demandes d'asile n'a pas tellement augmenté pour la France, il a surtout diminué dans les autres pays. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, les pays qui agissent sur l'immigration, ils ont des résultats. On nous parle souvent d'une forme de fatalité, les flux migratoires sont ce qu'ils sont, et il y a un côté un peu inéluctable de l'immigration. Non. Quand on agit, l'Allemagne a rétabli les contrôles à ses frontières. Ouais. L'Allemagne a vu les demandeurs d'asile chuter vraiment drastiquement. Donc ça veut dire que c'est faisable. Alors moi j'ai trouvé ce sujet extrêmement intéressant pour tout vous dire. Et c'est pourquoi nous vous le proposons en début d'émission. Adrien Spiteri, et regardez comment ça se passe. Légalement grâce à un visa, ou de manière illégale, parfois à bord d'embarcations de fortune comme celle-ci, des migrants tentent de rejoindre le vieux continent pour s'y installer. Mais une fois sur le sol de l'Union européenne, quel est le pays le plus attractif ? Pour la première fois depuis au moins 5 ans, c'est la France qui a reçu le plus de demandes d'asile sur un mois. 13 065 en février, devant l'Espagne et l'Allemagne. Très loin, devant la Belgique et ses 3 060 candidatures. Mais alors comment l'expliquer ? D'abord, par le durcissement de la politique migratoire outre-Rhin. À la suite d'une série d'attentats, l'Allemagne a renforcé ses contrôles aux frontières, limité les aides financières accordées aux immigrés. Résultat, moins 50% de demandes d'asile entre le mois de juillet 2024 et mars 2025. Autre raison, les exceptions françaises d'après une récente étude de la Fondapol. Nous sommes le pays européen qui accordons les prestations sociales les plus élevées aux demandeurs d'asile ne pouvant être placés en centre d'hébergement. 426 € par mois, contre 367 en Allemagne et 365 en Autriche. Enfin, sur le sol français, les étrangers en situation irrégulière peuvent également bénéficier de soins médicaux et hospitaliers sans frais grâce à l'aide médicale d'État. Bon, c'est intéressant effectivement de constater ça. Philippe Bilger ? C'est limpide. Bien sûr. Mais on a là un symptôme supplémentaire de notre impuissance collective et du fait qu'on se paye de mots, on débat pour savoir s'il faut organiser un débat. Et pendant ce temps-là, nos voisins agissent concrètement avec des résultats. Au Danemark, la gauche sociodémocrate a réduit les demandes d'asile de 90% depuis son arrivée au pouvoir. En Italie, l'immigration clandestine s'est effondrée depuis que Meloni a pris le pouvoir. Donc il y a des vraies mesures à prendre. En beaucoup de domaines, il faut un choc d'attractivité. Là, il faut un choc de désattractivité pour couper toutes les pompes aspirantes, tous les appels d'air. Mais ça, je ne crois pas qu'on le fera à technostructure administrative. 13 000 demandes d'asile par mois, ça fait 130 000 par an. Souvent, lorsque une demande d'asile, ça veut dire que ces jeunes gens sont déjà sur le sol de France. Oui. Nous sommes d'accord. Ils sont déjà sur le sol de France. Donc, dans beaucoup de cas, ils ne repartent jamais. Soit ils sont acceptés, soit ils deviennent OQTF ou déboutés du droit d'asile. Bon, donc c'est significatif. Donc on passe notre temps à dire que nous ne pouvons plus accueillir dans les meilleures conditions des clandestins ou des demandeurs d'asile, et malgré ça, rien ne s'arrête. Mais c'est la différence entre la France et d'autres pays européens. C'est-à-dire qu'en France, vous avez Bruno Retailleau qui dit nos capacités d'accueil sont dépassées et derrière, il ne se passe rien. En Autriche, ils disent la même chose. Ils disent, nos capacités d'accueil sont dépassées. OK, on arrête le regroupement familial. Nous, on n'est pas du tout à ce niveau-là de débat. On débat pendant des heures pour savoir si le terme submersion est adapté à la situation ou pas. Et finalement, il ne se passe rien. En Allemagne, ils sont gouvernés quand même par un gouvernement plutôt social-démocrate, au Danemark aussi, et ils agissent. C'est alors c'est vrai qu'en Allemagne, il y a eu un traumatisme. On se souvient qu'au marché de Noël de Magdebourg, un Saoudien de 50 ans avait foncé sur la foule. Il y a eu un choc, effectivement, dans la population. Et le boom des demandes en Allemagne, il est moindre aujourd'hui. J'observe quand même qu'en Pologne, il n'y a que 1695 demandes, par exemple. Donc c'est effectivement... les uns et les autres ont compris quels sont les pays qui peuvent les accueillir dans les meilleures conditions. Je me demande si en France, il n'y a pas une répugnance, comme vous le dites très bien, à l'égard de l'action. On aime énormément débattre, réfléchir, mais agir, c'est très difficile. Oui, aujourd'hui. Oui, il y a une répugnance de ceux qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, il y a une répugnance de ceux qui sont au pouvoir, mais c'est pas... En fait, dans ce que vous dites, il n'y a pas de fatalité, Philippe Bilger. C'est pas dans nos gènes. Non, mais c'est tellement chronique, parfois,
qu'on peut se demander si la vie politique française n'est pas profondément gangrenée par une forme d'impuissance. Non, mais il y a juste une petite chose Sabrina Medjeber. sur laquelle je voudrais m'exprimer. Le problème du droit d'asile et de l'immigration en général, c'est très représentatif de notre noyautage européen. C'est-à-dire que Joachim parlait du Danemark, mais le Danemark a opté pour une politique de push-out. Le Danemark n'est pas signataire de certains traités qui concernent l'espace liberté, justice et sécurité, le traité d'Amsterdam notamment. Nous, en France, malheureusement, nous avons signé tous les accords européens, et donc c'est une des raisons pour laquelle nous sommes empêchés aujourd'hui de lutter réellement contre le droit d'asile. Et par rapport à l'attractivité, l'immigration qui arrive en France, elle est quand même surconsommatrice des aides sociales et sous-contributrice de la solidarité nationale. C'est Nicolas Pauvremonti qui l'explique très bien dans son étude. Autre sujet qui a fait réagir, et notamment Laurent Wauquiez, qui se présente à la présidence des Républicains, c'est cette image d'une enfant lors de la rencontre Aston Villa-Paris Saint-Germain, au départ du commencement du match. Il y a eu un plan séquence où on a vu cette jeune fille, même enfant, cet enfant, et je crois que nous allons voir commencement du match. Et ce voile a fait réagir Laurent Wauquiez. Il a dit une petite fille qui porte le voile islamique pour l'entrée des joueurs, voilà ce que nous ne voulons pas pour nos enfants. Et je vous en parle parce qu'effectivement, Laurent Wauquiez en a parlé. Moi, je n'aurais pas été autant choquée de l'avoir vu avec des Porte-Jartel, pardonnez-moi. Le voilement des fillettes, c'est un crime contre l'enfance. Je suis désolée et je ne vais pas... Suella Braverman, l'ancienne ministre de l'Intérieur, nous l'a dit. La Grande-Bretagne sera le premier État islamique dans 20 ans aux portes de l'Europe. Le Londonistan a commencé par Birmingham, le multiculturalisme s'est installé, il y a eu les scandales sexuels de Tedford et de Rotterdam, je crois que c'était ça le mot exact. Tout cela est significatif là où l'idéologie de l'islamisme s'installe, c'est la désolation. Ouais, non, mais on est condamné à redire ce qu'on dit chaque jour, à savoir que partout le voile est autorisé, il finit par devenir la norme, surtout quand vous avez la loi du nombre qui produit ces effets. Pas dans l'espace public, mais à l'université, dans toutes les fédérations sportives, dans la rue, je ne pense pas que ce soit possible et compatible avec nos modèles de laïcité, mais il faut prendre des mesures strictes, et je me désole d'un certain vichisme mental de certains... Je ne partage pas du tout votre avis. Je pense que Jean-François Copé, il a été simplement lucide. Il a dit c'est trop tard et il n'a pas tort. On n'attend pas des politiques qui nous expliquent que... Dans les services publics, je vous suis là-dessus. Mais vous ne pouvez pas aller contre des mœurs et des coutumes non, mais c'est pour qui ça se sont imposées. La main en amont via une politique migratoire en fin de cohérence. Non, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller, c'est ce que dit très justement Thomas Bonnet, vous allez descendre dans la rue et enlever le voile, c'est fini. C'est-à-dire que vous avez une autre culture, d'autres mœurs qui sont sur le sol de France et avec lesquels il va falloir cohabiter. Et c'est la phrase de l'ancien ministre de l'Intérieur, côte à côte, en espérant que ce ne soit pas face à face. C'est ça la lucidité. Ça. Je partage votre pessimisme. Autrement, qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez Vous voulez faire le degré zéro de la politique de dire qu'il faut se soumettre. Mais c'est pas se soumettre, c'est le réel. Qu'est-ce que vous voulez Qu'il y ait une guerre civile ? C'est quoi votre système ? Qu'est-ce que vous voulez faire avec des jeunes gens ? Hier soir... Pas une guerre civile, mais la transigence de la loi, comme on l'a fait à l'école en 2004, ça a produit des résultats positifs qui ont bénéficié aux jeunes filles musulmanes. Je ne me mets pas sur le terrain de la loi. Parce que la loi, elle vient ratifier bien souvent ce qui se passe déjà dans les mœurs. Elle est toujours en retard d'une certaine manière, la loi. Mais qu'est-ce que vous faites avec des jeunes gens qui ne partagent pas votre coutume et vos mœurs ? Qui a raison, qui a tort ? C'est une autre culture, c'est d'autres mœurs. Si on pouvait défendre notre culture, déjà, ce serait pas si mal. Ça passe par une prise en main éducative, je crois aussi. Je vous assure, on peut la défendre néanmoins et prendre le réel en compte. Alors, hier soir, il y avait un petit complément sur la petite fille. Oui. Pardon ? Sur la petite fille. Oui, parce qu'après, on va parler... Non, mais j'espère que ça va bien pour elle ce matin. Parce que j'ai vu... Elle est anglaise, les réseaux sociaux, oui, les réseaux sociaux. Vous avez raison, d'ailleurs. Elle est contente d'être sur la pelouse. Mais vous avez parfaitement raison. Avec ses petits copains et copines. Oui, mais c'est pas du tout... Parce qu'en fait, elle n'y peut rien. Il faut mener la bataille idéologique et culturelle. Exactement. Mais elle n'y peut rien. Vous pourriez avoir une pensée pour ces parts, ce que je vous dis. Oui, vous avez raison, Pascal, aussi. Mais je pense qu'en Angleterre, ça ne fait pas le débat que ça fait en France. Non, absolument pas. Donc en fait, je pense pas qu'elle soit... je pense pas
qu'il y ait un débat. Là-bas, c'est accepté. Oui, ils ont un modèle multiculturaliste. Nous, on avait un modèle d'assimilation auquel on a renoncé pour le vocabulaire de l'inclusion. Bon, alors, ce que je vous propose, parce que hier soir, il y avait une émission avec Gauthier Lebret précisément sur le voile, qui était absolument passionnante à écouter, et il y avait un documentaire où beaucoup de jeunes femmes expliquaient, d'ailleurs, souvent masquées de manière anonyme, elles expliquaient pourquoi elles portaient le voile. Et c'est d'ailleurs très intéressant de les écouter. C'est un autre monde. C'est une autre façon de voir la vie. Je ne peux pas vous dire autrement. Qui n'est pas les mœurs et les traditions françaises. Et c'est pour ça que ça peut nous choquer. C'est pas dans la tradition des mœurs françaises. Donc je vous propose d'abord de revoir un extrait peut-être, et puis on écoutera Naem Nestanji. Nous avons interrogé certaines d'entre elles sur les raisons de leur choix. Aucune n'a souhaité montrer son visage à la caméra. Farida est une jeune femme de 24 ans qui travaille dans le marketing. Le voile, c'est vraiment une obligation dans ma religion afin de pouvoir se préserver. Bon, et c'est une obligation du coup de mon Dieu. Ce qui est à moi, mon corps m'appartient, ça veut dire que je décide de le montrer ou non. Donc voilà, c'est vraiment mes choix. Selon cette autre jeune étudiante en faculté de lettres, que nous appellerons Saba, porter le voile en société confère de nombreux avantages. C'est déjà un grand signe de pudeur. Et comme d'autres avantages, il y a aussi le fait de se préserver. Moi, j'ai remarqué dans mon groupe de copines, c'est un exemple tout bête, mais les garçons, ils étaient plus enclins à être un peu irrespectueux avec elles, à vouloir peut-être les draguer, à avoir des gestes un peu offensants avec elles, plutôt qu'avec moi, parce qu'avec moi, il y avait comme un signe de, voilà, on respecte. C'était comme une forme de respect. C'est pas un acte de soumission envers mon mari, mais c'est un acte de soumission envers mon créateur. Et je condamne effectivement les hommes qui forcent leurs femmes à porter ça, parce que ce n'est pas à eux d'intervenir dans ce choix-là, c'est à elles toutes seules. Quand je dis différence de mœurs ou de coutumes, soumission envers mon créateur, c'est un mot que je n'entendrai pas dans la religion catholique. Non. C'est une manière de pratiquer sa religion qui est différente. Nous sommes d'accord. Oui, bien sûr. Donc, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que quand je dis c'est un rapport au monde, on est au cœur là d'un rapport au monde différent. Le catholique ne dira pas qu'il est en soumission devant son créateur. Mais c'est un rapport à l'islam qu'elle évoque pour sa propre personne. Non, je pense que c'est un rapport manifestement là qui peut être partagé. Qui peut être partagé dans chaque religion est différente. Pour avoir à mes côtés quelques connaissances très directes de femmes dont l'islam est la religion, elles ne s'exprimeraient pas comme ça, Pascal. Bon, moi, je ne suis pas en tout cas un théologien et je ne veux pas entrer là-dedans. C'est empirique. Mais là où vous avez raison, Pascal, lorsque on avait un jour eu un invité un jeudi matin qui avait très justement expliqué que le problème n'était pas la laïcité, mais l'inégalité dans le genre humain avec ce voile. Mais là où vous avez totalement raison, c'est que ces jeunes femmes ne perçoivent pas cette inégalité puisqu'elles considèrent que leur supérieur, c'est la divinité. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à leur faire admettre que le port du voile est une offense à l'égard de l'humain en tant que tel. Mais en fait, l'argument ne peut pas passer, si j'ose dire, puisque c'est un rapport, je le répète, au monde différent. Et je ne porte pas de jugement, loin de là. Non pas autour du pot. La question, elle a été évoquée lors de la dernière présidentielle par un candidat. Est-ce que l'islam est compatible ou pas avec notre République, notre pays, que sais-je ? Moi, je pense que c'est compatible dans une approche tolérante de cette religion. Pour cette jeune femme... Et il y a d'autres sensibilités au sein de cette religion, notamment chez les frères musulmans, avec qui ça n'est pas compatible pour nous. Mais moi, je suis toujours assez attentif à ce qu'on fasse la distinction entre ça. Il y a une complexité. Je pense que l'islam est compatible à notre religion, mais pas n'importe quel islam. L'islam politique, l'entrisme, tout ce qu'on développe ici à juste raison, ça n'est pas compatible. Il faut mener la guerre contre ça. Mais pas contre l'islam. Écoutez, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, je le dis depuis 2 mois. Comment se comporte l'islam lorsque l'islam est en situation majoritaire ? C'est la seule question. Le nombre, oui. Non, mais voyez, dans les autres pays du monde, comment les autres vivent
quand l'islam est majoritaire vous avez dans un pays. très certainement, Les minorités n'ont aucun droit. vous avez très certainement dans vos entourages, professionnels, etc., des gens dont c'est la religion, dont vous savez qu'ils ne posent aucun problème. Mais c'est pas le sujet. Pardonnez-moi, mais non, c'est pas le sujet. Moi, je fais pas le raisonnement par l'exemple. Je suis désolé de vous le dire, c'est pas du tout le sujet pour moi. Beaucoup d'exemples. Mais c'est pas le sujet. Mais pour moi, oui. Ben oui, mais parce que. Parce que sinon, la conclusion est de dire que l'islam n'est pas compatible. Si vous abordez le sujet comme ça, bah effectivement, c'est pas la bonne manière de l'aborder. C'est pas la bonne manière de l'aborder. Et me même dans semble-t-il. votre thèse, Olivier, on ne sait jamais comment identifier l'islam qui serait correct avec notre République et l'autre, on ne le par fait les pas. comportements. L'islam n'est pas une religion aménageable. C'est la loi d'Allah qui prime surtout. C'est la loi divine qui prime surtout. C'est une religion verticale. Et le musulman est le sujet. Pour vous, Sabrina, l'islam n'est pas compatible avec nos modes de vie, avec notre pays, avec notre République. Il y a une différence entre critiquer une religion et critiquer des personnes qui portent le voile et critiquer le voile. Et voilà. L'islam, en tant que tel, si l'islam prenait le pouvoir en France demain, eh bien nous serions tous des sujets musulmans. Il n'y aurait pas de place pour l'expression de l'individualité, de la singularité et de l'ouverture à l'autre. Évidemment, nous le voyons dans toutes les théocraties, là où l'islam prend le pouvoir, il n'y a plus de marge de manœuvre pour les minorités, pour la différence, pour l'inclusion, pour tous ces paradigmes, ces prise de pouvoir évidemment de l'islam dans notre pays. Comment ? Vous pensez que le processus actuel, que les tendances actuelles nous conduiraient à la prise de pouvoir par l'islam dans notre pays ? Je ne le crois pas. La politique de la ville l'a organisé depuis 40 ans. Il a déjà pris le pouvoir. La politique de la ville l'a organisé depuis 40 ans, avec des pactes entre les élus locaux et les frères musulmans dans les quartiers. C'est une évidence et c'est la loi du nombre. C'est la loi du nombre. Olivier, je pense qu'il faut faire demandez demain à un musulman son allégeance entre la République et l'islam, il te dira l'islam. Naëm Nestanji était hier soir sur le plateau de Gauthier Lebret. Sur ce sujet, je vous propose de l'écouter. Alors le voile, depuis l'Antiquité, il symbolise une chose simple, c'est la séparation des hommes et des femmes et l'infériorisation de la femme par rapport à l'homme. C'est-à-dire que le voile a été créé pour dire que la femme est un objet sexuel tentateur et que pour protéger l'homme de la tentation, il faut voiler la femme parce que c'est elle, dans un milieu patriarcal, dans un monde patriarcal, qui a la responsabilité de la gestion de la libido masculine. Donc comme elle est un objet tentateur, en la cachant, la libido des hommes est apaisée, et parce que la libido des hommes est apaisée, alors la femme sera protégée en conséquence. Et les islamistes, pour présenter ce côté dégradant du voile, pour essayer de le valoriser un petit peu, ils ont inventé un terme marketing qui est très fort, qui est le mot pudeur. En fait, la pudeur, c'est l'euphémisme pour dire que la femme est inférieure à l'homme et qu'elle est un objet tentateur sexuel et que l'homme doit être protégé de cette tentation. Voilà, tout est dit. C'est lui que j'ai... Bien sûr, c'est... Je ne me rappelais plus... Un témoignage que je vous livre, Olivier se trompe, il faut distinguer l'islam des musulmans. L'islam n'est pas compatible avec la France, dit-il, et il ne parle pas de la République. En revanche, il a des musulmans qui ne veulent pas vivre selon les préceptes du Coran en Occident. Donc il a raison de le signifier comme ça. Et il dit, Sabrina en est un parfait exemple. Oui. Donc, mais ces sujets sont d'autant plus difficiles, je remarque, lorsqu'on a une sensibilité de gauche. Ah bon ? Je m'en aperçois dans l'espace public, dans l'espace politique, ils sont plus difficiles à aborder. C'était la phrase Lionel Jospin en 89 au moment de l'affaire du foulard de Creil. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que la France islamise ? Ça a été ça, la gauche, lorsqu'elle était au pouvoir. C'était les accommodements raisonnables. Elle est toujours comme ça, la gauche. Aujourd'hui, elle va même instaurer Ah oui, non, mais bien sûr. Il ne va pas la droite n'a pas toujours une attitude très digne. On ne peut pas vous répondre. Non, mais est-ce que l'islam... Vous avez plus parlé que moi depuis le début. Comment ? Vous avez beaucoup plus parlé que moi depuis le début. J'ai pas le sentiment... Mais la République, c'est pas, vous n'êtes pas arbitre de qui parle. Il y a Pascal qui est là. Bon, la République, vous savez, l'islam, la République, tout ça, c'est. Oui. Moi, je ne dis qu'une chose. L'islam ne correspond pas à l'histoire de la France, ni plus ni moins. Oui. C'est tout, ni plus ni moins. Donc je suis au minimum pour ne pas... Et nous avons pu vivre pendant des décennies où cette question-là n'était pas inflammable, mais ça s'est bien passé. Donc nous pouvons y revenir. Alors si ce n'est la question du nombre dans certains quartiers qui est un vrai problème. Cher ami, je vais vous répondre. En 1981, vous savez combien il y a de mosquées en France ? Non, mais vous avez... 5. Vous savez combien il y en a aujourd'hui en France ? Beaucoup plus. 2800. Oui.
Donc ne me dites pas qu'avant on a pu en vivre, puisqu'avant le problème n'existait pas. Donc si j'ose dire, la revendication identitaire n'existait pas. Ça oui. Ça oui. C'est essentiel. Mais ce qui ne, mais la revendication identitaire n'existait pas. Donc vous pouvez pas dire on a pu vivre pendant des années. Il n'y avait pas de revendication identitaire. 1980. Donc c'est pour ça. À partir du moment où là, qu'on peut trouver des solutions. Mais en menant une bataille politique et culturelle. Mais c'est très possible. Moi, je ne veux surtout pas entrer dans. Je ne veux pas me dire c'est foutu, c'est. Mais c'est pas on a basculé dans. On a basculé dans. Comprenez bien. Présenté. Ce n'est pas. Je ne le crois pas. Ce n'est pas foutu. Personne ne dit ça. Tout le monde. Mais non. Tout le monde dit qu'on va vers un. Et c'est déjà le cas, vers une société multiculturelle où vous choisirez votre sport, où vous choisirez votre lieu d'habitation, où vous choisirez votre lieu de vacances, où vous choisirez vos artistes, où vous choisirez, chacun aura, des choses différentes. Et il n'y aura plus un vivre ensemble, sans doute, où nous partageons et les mêmes souvenirs et les mêmes mœurs, etc. C'est la société de demain, telle qu'elle s'annonce. Et ça, c'est côte à côte, c'est pas face à face. Thomas Hill, comment ? J'espère surtout pas ça. Mais c'est ce qui se passe déjà. Si c'est ça, alors oui, c'est foutu. Franchement, c'est ce qui se passe déjà. Thomas Hill, bonjour Thomas.